vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour les vraies voix, comment allez-vous qui nous écoutez, puisque les vraies voix sont aussi nos auditeurs, puisque c'est eux qui passent à l'antenne et qui commentent tous les jours avec vous, Philippe David. Oh, ça va Cécile, très bien. Vous savez que je voudrais souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un qu'on aime beaucoup dans les vraies voix, mais qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. C'est Aude. Aude, c'est notre son standardiste, oui, c'est son anniversaire. Formidable. Et aujourd'hui, elle a quel pris une dommage. petite journée de repos pour faire ça, ce qui est très bien, et on l'embrasse. Happy birthday to you, Aude. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Aude. Happy birthday to you. Aude qu'on aime Philippe beaucoup. Bilger n'a pas chanté. Ça veut dire qu'il ne voulait pas le souhaiter à Aude. Mais il a battu la mesure. C'est-à-dire qu'il ne veut pas nous écraser de son accent anglais, maintenant désormais légendaire. Non, j'ai déjà légendaire. fait beaucoup de victimes, tout le monde. Non, mais vous avez fait beaucoup rire les gens, Philippe, et ça, je peux vous assurer. Et je vous assurer que c'est bon de rire. Le restreint, ma chère Cécile, ici, mais Ça fait bon, ça fait du bien de rigoler. Ça a bien marché. je n'aurais pas voulu entendre les réflexions. Philippe David, vous voulez pas nous faire une blague? On démarre par une blague. Oh là. This show is tremendous. Vous savez, c'était la prononciation. Une blague. Non, vous l'avez pas. Bon, allez-y. Non, mais il faudrait que je. Ah, moi j'en ai une. Allez-y. Monsieur et madame enfants ont 2 filles. Monsieur et madame enfants ont 2 filles. Ouais. Je sais pas. Irénée et Ludivine parce qu'Irénée et Ludivine enfants. Elle est bien. Elle est très jolie. Elle est pas mal. Non, elle est bien, C'est gros elle est bien. niveau. C'est Elle niveau. n'est pas de saison. C'est c'est niveau olympique. Personne ne peut la trouver. Bah tiens, j'en ai trouvé une très courte. Non, c'est trop tard. Eh ben, c'est bah, bon. donc, vous l'aurez pas. En deuxième heure. En deuxième heure, très bien. Allez, on y va. Au sommaire de cette émission, plus sérieusement, le grand débat du jour à 17h30. 3 véhicules appartenant à des agents pénitentiaires ont été incendiés tôt ce matin devant la prison de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône. Nouvel acte d'une série d'exactions devant les prisons françaises. Alors parlons vrai, est-ce que les agents pénitentiaires sont encore plus en danger que les policiers ou les gendarmes? Et à cette question, faut-il armer les surveillants pénitentiaires dans leur vie de tous les jours? Vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Ahmed Saï sera avec nous, délégué national à FO Justice. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. 25% des détenus étrangers dans les prisons sont dans les je vais y arriver, dans les prisons françaises. Gérald Darmanin souhaite en expulser vers leur pays d'origine pour y purger leur peine, mais pas pour les détentions provisoires ou si la victime s'y oppose, bien entendu. Alors parlons vrai, est-ce que ce ne serait pas logique les personnes qui violent nos lois n'ayant pas à bénéficier a priori de notre hospitalité? Et à cette question, faut-il expulser systématiquement les délinquants étrangers? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Allez, on vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Ce numéro 0826 300 300, c'est pas Aude, c'est Zach aujourd'hui. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir, mes chers amis. Président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Françoise Degois est avec nous. Coucou les loulous. Françoise en pleine écriture. Je suis en pleine écriture. En oui, pleine en écriture, de quoi voilà, d'ailleurs? c'est écrit. Je sais pas, de votre destin, de votre. Oui, j'écris ma légende. Ma légende. Moi j'ai le titre du livre. J'aimerais bien écrire ma légende. La vie cachée de Philippe Bilger. Ouais. Oui, Il bon, y a de toute des façon, on choses sait déjà. dedans. Bon, déjà, il y a déjà direction le Cap d'Agde. Ouais. Ça veut dire- Justement, là il ne cache rien. François, c'est une autobiographie qu'elle nous fait. Et si vous allez au Cap d'Agde, vous emmènerez Bruno Pomar avec vous, bien entendu. Le régional de l'étape. D'initiative sécurité intérieure et maire de Bellefleur. Il écrit Bien, pareil que écoutez, moi. si vous doutez de mes Il y a un capacités, mausolée chez vous, enfin il y a une statue. Il est pas mort. C'est pour ça que je me suis reprise. Il y a une statue chez vous là-bas, non? dans mon village, Au Cap d'Agde. ouais, je peux pas le dire, mais allez-y. Le mec, Allez-y. il n'y a pas de filtre, je peux pas le dire, mais oui. Je voulais en profiter parce que Allez-y, Il n'y a pas plus les de surmoi dans cette émission. ouais, zéro. les capacités intellectuelles de Françoise Degois, Oui. que tout le monde connaît. Ouais. Je suis en train de préparer un bouquin moi, sur le raid. Avec des portraits ça, c'est formidables. super, ça, c'est super. J'espère que vous l'achèterez. Bah, je trouve que parler du raid après le Cap d'Agde, on est bien. On est bien. Oui, c'est On est super. bien. Et je voulais C'est juste- une bonne transition. Gabriel, Dieu, 16 ans, mais non. son anniversaire, c'est la fille d'un ami, il m'a dit, comme ils écoutent beaucoup, donc voilà. D'accord. Gabriel, bel anniversaire. Et ben bon Allez, anniversaire Gabriel. Voilà. Allez, on y va, puisque Fabrice. On a fini notre petit- Est-ce que je pourrais saluer ma mère?
Vous privatisez l'émission, vous maintenant. Fabrice est avec nous de Oloron-Sainte-Marie. Bonsoir Fabrice. Ça démarre bien. Bonsoir Cécile et bonsoir à toute l'équipe. Salut Oloron, super. Fabrice, bienvenue en tout cas. Sujet important, la nouvelle intervention de Sandrine Rousseau pour vous. Oui. Il en faut une par semaine avec elle. C'est extraordinaire. Oui, allez-y. Faites-nous rêver. Voilà, c'est un régal. Non, une fois de plus, elle a perdu une énorme occasion de se taire. Moi, je veux dire, son intervention sur... alors, je veux bien qu'on me dise que c'est sorti de son contexte, mais bon, son intervention sur faire profiter les clandestins de la loi sur l'euthanasie. Si c'est le seul argument au niveau social qu'elle a trouvé, je trouve qu'on atteint des sommets dans les profondeurs, quoi. J'ai envie de dire, quoi. Parce que c'est joli. On ne cesse de railler, peut-être à juste titre, les sorties d'un Donald Trump. Mais nous, entre Sandrine Rousseau, Émeric Caron et Sébastien Delogu, on est pas mal aussi, quand même. Je trouve. On a vraiment des gens. C'est catastrophique, quoi. Je veux dire, c'est catastrophique. Cette personne qui donne ça comme avancée sociale, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important à leur proposer? Est-ce que, de toute façon, dans le monde actuel, dans la France actuelle, un problème de priorité. Quelque chose de plus essentiel? On va faire Philippe Bilger. J'ai toujours fait ce que je pouvais pour défendre Sandrine Rousseau, mais je ne sais pas ce qu'elle a dit. Si elle veut faire, pour les clandestins, l'euthanasie payée par le contribuable. Ah oui, non, il faut peut-être pas qu'elle nous rende sa défense trop difficile. Ouais. Moi, je vois pas pourquoi vous montez tous au rideau. Il y a pas que Sandrine Rousseau, Daniel Simonet, quelqu'un de très bien qui a eu en plus l'élégance de quitter LFI, a défendu ça en commission en disant pourquoi faire une préférence nationale sur des gens. C'est pas une préférence nationale. Non, je vais finir parce que je veux bien je veux dire, c'est très important. Elle donnait des cas très précis de gens qui sont clandestins, dont le corps ne peut plus être soulagé physiquement, qui sont dans la souffrance. Pourquoi est-ce qu'on peut pas leur donner le droit d'être euthanasié? Expliquez-moi ce que ça vous enlève à vous. L'euthanasie, ça vaut quand même pas des millions d'euros. Qu'est-ce que ça enlève? Moi, j'ai jamais compris comment des gens peuvent s'énerver parce qu'on donne des droits à d'autres gens qui leur enlèvent rien. Ça n'enlève rien. Quel est le sujet? Vous avez un être humain qui soit en situation irrégulière ou pas. Allez, on n'a pas le temps, François. Il souffre. Oui, mais François, encore une fois, ça nous donne quand même un sacré niveau de notre personnel législatif. Encore une fois. Mais pourquoi? Moi, je souhaite qu'un truc, c'est que la gauche se réveille et nettoie tout ce petit monde de la LFI. Pourquoi? Parce que c'est insupportable. Elle n'est pas LFI d'abord. Ils sont tous pareils. Ils sont tous dans la même barque. Donne-moi un argument solide autre que t'en as marre. On a d'autres choses à s'occuper pour le pays en tant que législateur que de parler d'un truc comme ça. Excusez-moi. Très sincèrement. Je peux te dire dans quel cadre c'est dans le cadre de la commission des lois pour parler de cette loi. Bon. Ben, ils ont que ça à foutre. Mais la commission des lois, il y a la droite, il y a la gauche, tout le monde dit Bruno Retailleau. C'est bon, Françoise, c'est bon. On est très en retard. Merci Pardon. Fabrice d'avoir créé ce trouble. Bon, en tout cas, Fabrice, bonjour à Laurent. Fabrice, très bon sujet. Non, mais c'est un sujet qui est un important. sujet profond. Les Bernais sont bons pour faire monter la sauce. Vous savez quoi? Prenez-le dans votre tour de table de l'actu. Allez, pourquoi pas? Allez, dans un instant, on revient avec Philippe Bilger, le réquisitoire du procureur. Je vais parler d'un nommé Médio qui a été battu à mort dans une prison où c'est un désastre. On en revient, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, les vraies voix, avec autour de cette table Philippe Bilger, Françoise Degois, Bruno Pomar, avec Philippe David, bien entendu. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on, cher Du Félix? haut commissaire au plan Clément Beaune, il n'exclut pas de se présenter au municipal face à la ministre de la Culture, Rachida Dati. Il l'a dit ce matin sur Sud Radio. Début de rififi en Macronie sur ces municipales d'Harvard. Aussi une blague des gauchistes, des cervelles de moineaux selon Donald Trump. C'est ce qu'il a écrit lui aussi pendant que Joe Biden fait son premier discours d'ex-président pour charger le nouveau pouvoir. Et puis le burger Big Arch de McDo est tout nouveau. Il est très gros, encore plus que le Big Mac. Et son nom fait beaucoup rire les Alsaciens, figurez-vous, car dans le patois local, il ne veut pas tout à fait dire la même chose qu'en anglais. En 3 mots, dissension, blague et burger. On en parle dans un instant. Tout de suite, Philippe Bilger. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur.
Philippe Bilger. Et vous allez nous parler, monsieur le procureur, d'un drame qui s'est passé à la maison d'arrêt de Luynes, à côté d'Aix-en-Provence. On parle beaucoup des prisons, de ce qui s'y passe à propos des narcotrafiquants, mais j'ai été frappé ce matin par l'état lamentable de la prison de Luynes-Aix, où un jeune médio qui n'était pas complètement innocent dans ce qu'il a subi a été battu à mort dans cette prison et à l'extérieur de celle-ci, où la situation est tellement catastrophique, faute de surveillants, qu'il y a des zones qui ne sont plus surveillées et même des étages dans la prison qui ne sont plus contrôlés. Trafic de stupéfiants à l'intérieur, à l'extérieur, et bien sûr des règlements de compte à répétition, et des inspections ont eu lieu 3 en 1 an, mais ça n'a abouti à rien, et c'est absolument dramatique. C'est le type même d'établissement où, semble-t-il, ce sont les prisonniers qui ont pris le contrôle de l'établissement et qui font la loi. C'est dramatique. On attend quoi ? Françoise Devoix. Je suis d'accord avec vous. En plus, je la connais, cette prison, parce que j'ai longtemps été reporter à Marseille. Effectivement, il y avait les Baumettes. Maintenant, elles sont complètement restaurées. Elles sont revitalisées. Ouais. Et puis, il y a Luynes, la prison de Luynes. Et je trouve ça absolument dingue. Mais on tombe toujours sur le problème du personnel pénitentiaire, de la revalorisation de ces personnels. Comment voulez-vous vouloir être un gardien de la pénitentiaire avec les salaires qu'on vous propose, même policier. Enfin, je veux dire, il faut tout revoir là-dessus. Je pense. Après, ils peuvent mettre des caméras, hein, franchement. Oui, et puis mettre des moyens, et puis changer les locaux, et puis mettre du personnel, et surtout ce personnel lui donner envie de. Enfin, ils ont un courage quand même, hein. Les gardiens de prison pour faire ce qu'ils font avec les salaires qu'ils ont, franchement, ils ont de l'abnégation. Tu as raison ce que tu dis, François. Je pense que c'est même plus dur que le métier de policier. Ouais, je sais pas. Jusque là. La population. On vit en promiscuité, c'est-à-dire ils sont enfermés comme les. On en parlera tout à l'heure. 30%. Ah pardon. On en parlera bien entendu tout à l'heure. Mais après, il y a des caméras aujourd'hui, intelligence artificielle, qui sont capables de voir qu'il se passe quelque chose. Oui. C'est ça que je veux dire. Non, mais vous avez raison dans ce que vous dites, mais qu'un gamin trouve la mort comme ça, c'est insupportable. Pas toujours, mais parfois, oui. Souvent. Oui. Merci Philippe Bilger. Tout de suite, les 3 mots de l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont dissension, blague et burger. Comme un air de dissension en Macronie, Clément Beaune n'exclut pas une candidature au municipal à Paris face à la ministre de la Culture, Rachida Dati. Le haut commissaire au plan l'a laissé entendre ce matin sur Sud Radio. Donald Trump charge encore l'université Harvard après lui avoir coupé les financements fédéraux. Une blague peuplée de gauchistes, des cervelles de moineaux, c'est ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux. Et puis le tout nouveau sandwich de McDo baptisé Big Arch fait beaucoup rire les Alsaciens. La grande arche en anglais, mais en alsacien, ça semble vouloir dire tout autre chose. Les vraies voix Sud Radio. Mais d'abord, ceux qui s'attaquent aux prisons seront retrouvés, jugés et punis. Promesse à l'instant du président Macron sur les réseaux sociaux. Dernière de ces attaques encore tôt ce matin avec ses voitures brûlées devant la prison de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône. Ça sera le grand débat des vraies voix dans un instant avec un gardien de prison du syndicat FO pénitentiaire. Je réaffirme à tous nos agents du ministère de la Justice mon total soutien et celui de la nation, écrit le chef de l'État qui salue le courage et le dévouement des surveillants de prison. Et venons-en à ce début de rififi au service, en tout cas au sein de l'exécutif sur les municipales. Oui, l'un, Clément Beaune, ancien ministre des Transports, occupe la fonction de haut commissaire au plan, comme François Bayrou d'ailleurs avant Matignon. L'autre, Rachida Dati, est donc ministre de la Culture. Tout ce beau monde est dans la même équipe, a priori dans le même bateau, sauf que l'ancienne chef de file de l'opposition de droite parisienne entend briguer la succession d'Anne Hidalgo l'année prochaine, et Clément Beaune n'exclut pas donc une candidature dans la capitale sur les plates-bandes de Rachida Dati. J'écarte aucune possibilité. Est-ce que vous soutiendrez Rachida Dati ? Écoutez, moi je suis pas contre quelqu'un ou qui que ce soit, je suis d'abord pour un projet. Oui, ça non, mais c'est important parce que ça peut faire des différences. Oui. Par exemple, j'ai entendu Madame Dati sur la question des transports, que je connais bien, dire qu'elle voulait revenir sur la politique des dernières années, rouvrir les voies sur berge. Bon, moi c'est pas mon projet, c'est pas celui de ma famille politique. Madame Dati, elle est engagée à Paris depuis longtemps et elle y est légitime pour sa famille politique, mais c'est pas ma famille politique. Il y a aucune raison quand on est dans un parti et dans un socle commun, comme on dit parfois, mais qui est en fait le bloc central d'abord, c'est-à-dire Renaissance, Horizon, le Modem. Je souhaite qu'il y ait un candidat de notre famille politique. Pourquoi ? Parce que ça serait quand même bizarre que dans la capitale de la France,
notre famille politique, notre sensibilité politique, notre courant politique ne soit pas représenté. Clément Beaune, commissaire au plan, micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Il y a un dessin très drôle dans le Canard enchaîné. Apparemment, Rachida Dati n'a pas déclaré un certain nombre de bijoux, et dans le dessin, on lui fait dire « si je suis emprisonné, je veux plusieurs bracelets ». C'est excellent. Oui, c'est un vrai sujet, parce que pourquoi Clément Beaune fait ça? Parce que d'abord, il y a un agenda judiciaire tout à fait incertain pour Rachida Dati, et que Gabriel Attal a jeté l'éponge et ne veut pas être candidat. Donc il y a un vrai espace en fait pour Clément Beaune. Hein. S'il prend son risque, je crois qu'il y a un vrai espace pour Clément Beaune. C'est pas le plus apprécié, mais c'est dommage. Il est courageux. Ce qui est désespérant dans tous ces gens, c'est qu'il se propose à aller dans tout un tas de postes. Il a été nommé au commissaire au plan. Effectivement, il n'y a pas grand-chose à foutre au plan. On l'a vu avec c'est dommage parce que ça aurait été bien. 10 rapports, 15 millions d'euros. Est-ce que vous en avez vu un de rapport sorti? Rien du tout. Ah bien sûr, il y en a eu. Oui, il y en a plusieurs de rapports du plan sortis. Vous ne l'avez pas lu, non, mon cher Bruno? Aucun impact. Parce que le commissaire au plan, c'est dans chaque région, vous avez les sous-préfets qui sont positionnés et qui remontent toutes les problématiques de terrain pour trouver des solutions. Ben, le résultat. Dites-moi le résultat concrètement. Non mais enfin le plan justement c'est sur 10 ou 15 ans. Mais c'est fini la data et tout ça, c'est fini. Non mais je ne sais pas pourquoi vous devenez réac à ce point. Bruno, c'est dingue. Non mais je plaisante. Non mais lui c'est pas un nostalgique du Gosplan. Et il n'a jamais été à gauche. Deuxième mot. Tu vois, ça a coûté 15 millions d'euros pour 10 rapports. Mais il n'est à gauche que pour la jeunesse. Il n'est même pas à gauche. Deuxième mot, blague. Donald Trump charge encore Harvard. Oui, l'université déjà privée de financement fédéral pour des accusations de wokisme et même d'antisémitisme liées aux mobilisations pour Gaza sur le campus. Et le président des États-Unis d'enfoncer le clou sur son réseau social. Harvard est une blague qui enseigne la haine, l'imbécilité, qui ne devrait plus recevoir de fonds fédéraux. On y trouve, ajoute Donald Trump, des gauchistes radicaux, des idiots et des cervelles de moineaux. Voilà, n'en jetez plus. Pendant ce temps, son prédécesseur, Joe Biden, n'a pas mâché ses mots, lui non plus. Pour son premier discours d'ex-président, c'était lors d'un déplacement consacré à la sécurité sociale, l'agence fédérale chargée de verser les retraites publiques et les pensions d'invalidité. En moins de 100 jours, cette nouvelle administration a fait tant de choses, tant de dégâts et tant de destruction. Tout cela est arrivé si vite, c'est à couper le souffle. Ils attaquent la sécurité sociale à coups de hache. Nous avons entendu comment les personnes encouragées par cette administration parlent de la sécurité sociale, dont l'un d'entre eux en la qualifiant de pyramide de Ponzi. De quoi diable parle-t-il? Les gens gagnent ces prestations, ils y ont cotisé, ils en dépendent et personne ne devrait les leur retirer. Les républicains sont prêts à nuire à la classe moyenne et à la classe ouvrière afin d'accroître considérablement la richesse de ceux qui sont déjà très riches. Pour qui se prennent-ils? Joe Biden, ancien président des États-Unis. D'ailleurs, Donald Trump, de son côté, a partagé les moments de flottement de ce discours, puisque, comme à chaque fois, le démocrate a eu des moments, on va dire, d'hésitation, des phrases restées un peu en suspens. Je voulais être sévère, moi, avec Joe Biden, parce que Joe Biden peut bien faire les vierges effarouchées. La réalité, c'est que il est en grande partie responsable de l'arrivée de Trump, en s'accrochant indéfiniment au pouvoir sans vouloir passer la main. Il a laissé la porte à une candidate qui n'a pas eu le temps de se préparer. Donc, les remords comme ça ne m'intéressent pas beaucoup. Troisième mot, burger, le nom du nouveau sandwich de McDo amuse beaucoup les Alsaciens. Le Big Arch, c'est le petit nom de ce gros sandwich XXL. Le Big Mac à côté, c'est petits joueurs. En anglais, Big Arch, ça veut dire la grande arche. Mais pour les Alsaciens, ça voudrait plutôt dire ça. Elle est brune, elle a des grosses fesses. Voilà, parlons vrai pour être encore plus cru que PLK, Big Arch, ça voudrait même dire quelque chose comme un gros cul, disons-le en alsacien. Ça fait beaucoup rire forcément là-bas. On ne sait pas si c'est une promesse en termes de nombre de calories pour ce sandwich XXL. Il peut y avoir une relation de cause à effet. Si on en mange beaucoup, vous voyez ce que je veux dire. Vous voulez y aller ce soir, justement. Vous qui êtes alsacien. Mais vous allez ce soir au Cap d'Agde de manger des Big Arch. Non, je vais souvent au McDo. J'adore aller au McDo. Excellent. Et moi aussi j'adore ça. Et faut voilà, avouer à lui pardonner ou pas? On adore le McDo. Non, en général je prends des potatoes, mais là je vais peut-être tenter le mets alsacien. Ouais, la grosse. Mais non, en fait, comme Camilla Jordana, ne mangez plus de McDo. Non. Les amis, merci beaucoup Félix Mathieu. Avec plaisir. Heureusement que vous m'avez fait connaître ça. Ça nous met un appétit. Ouais. Allez, plus sérieusement, on va revenir dans le débat du jour avec ce nouvel incendie devant la prison de Tarascon. 3 voitures d'agents pénitentiaires visées. Alors parlons vrai. Est-ce que les agents pénitentiaires sont encore plus en danger que les policiers ou les gendarmes? Et à cette question, faut-il armer les surveillants pénitentiaires dans leur vie de tous les jours? Vous dites oui à 84%, vous voulez réagir. Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et Ahmed Saï sera avec nous dans quelques instants, délégué national force
ouvrière Justice. Soyez les bienvenus, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Puisque vous avez fait un appel à la France en disant les vraies voix nous manquent terriblement, on s'est dit que on allait revenir encore aujourd'hui. Philippe David. Ah oui, absolument. Ouais. Où sont les vraies voix tous les jours à 17h. Si vous nous cherchez, on est là. Il y a des manifs devant la radio, c'est absolument, c'est fou. Il y a les hommes s'arrachent les fringues et tout ça. François n'était rien à côté. Non, mais c'est fou ça. Un truc vous pouvez même pas vous imaginer. C'est dingue. On est obligé de sortir en catimini avec Philippe David, sinon on est harcelé. Tout c'est fou. Et on nous attaque en nous demandant le téléphone de Philippe Bilger. Des fans. Ses fans, son fan club. Ouais, c'est le fan club. Non, c'est son fan club. En revanche, pour vous, Bruno Pomar, que dalle, rien. Pas je pensais que je faisais remonter l'audimat de Sud Radio en venant. Non, mais avec ce t-shirt. Je suis un peu déçu. Maintenant qu'il y a marqué un gros raid sur vous, ça c'est pour impressionner François surtout. Parce que je sais qu'à chaque fois, je sens qu'elle m'en veut. En tout cas, les vraies voix, tous les jours de 17h à 19h. Et dis donc, notre adorable réalisateur, Maxime, vous deviez pas nous donner les chiffres de la chaîne YouTube hier ? Si, mais on a oublié avant de partir. C'est ça qui est dommage. On est à plus d'1 million, toujours 1 million 10 000. 1 million 10 000. On est bien. On est bien. 10 000 abonnés depuis un mois et demi. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Voilà, je reviendrai bien entendu la semaine prochaine avec des nouveaux chiffres. Tout de suite, chers amis, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. De nouvelles attaques ont ciblé en France ce mercredi 16 avril l'institution pénitentiaire. 3 véhicules dans un parking de la prison de Tarascon ont été incendiés. Oui, ça s'est passé ce matin, peu après 5 heures, sur ce parking réservé au personnel juste devant la prison de Tarascon. Il y a manifestement, on voit bien, des gens qui essaient de déstabiliser l'État. Nous avons eu des menaces sur les établissements de Vendin-le-Vieil et de Condé-sur-Sarthe qui vont accueillir les 2 prisons de haute sécurité. On ne les a pas rendus publics, mais les faits d'aujourd'hui montrent que, sans doute, le travail que nous avons fait pour les protéger ont poussé un certain nombre d'autres personnes à agir ailleurs, pour nous intimider. Les agents pénitentiaires sont extrêmement courageux, conscients du moment important qu'ils vivent. Le parquet national antiterroriste s'est saisi mardi de l'enquête pour tenter d'identifier les auteurs de ces faits. 3 véhicules appartenant à des agents pénitentiaires vandalisés, en tout cas incendiés. Nouvel acte d'une série d'exactions devant les prisons françaises. Alors parlons vrai. Est-ce que les membres de famille majeures de ces gardiens de prison devraient être aussi bénéficier d'un port d'arme puisque certaines sont menacées ? Et à cette question, faut-il armer les surveillants pénitentiaires dans leur vie de tous les jours ? Vous dites oui à 84%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. On va poser la question à l'intéressé du jour, bien entendu. Ahmed Saïd est avec nous, délégué national Force ouvrière Justice. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. La question de Sud Radio, évidemment, a de l'importance en elle-même. Moi, je serais favorable, évidemment, à ce qu'ils puissent, hors de l'établissement, porter une arme. Mais il faut bien comprendre que pour les surveillants pénitentiaires, ça doit s'insérer dans un dispositif plus vaste. Cela fait des lustres que, très modestement, je dis que la seule manière de faire accepter aux Français des améliorations absolument nécessaires pour la prison, c'est-à-dire s'occuper d'un certain nombre de dysfonctionnements matériels ou humains concernant les détenus, serait de faire en même temps une réforme capitale pour la quotidienneté et le bien-être des surveillants. Parce que jusqu'à maintenant, on ne s'occupe pas assez des surveillants, alors que leur rôle est capital. Et il faut faire en même temps des réformes sur l'univers pénitentiaire du côté des détenus et s'occuper des surveillants en ajoutant cette possibilité hors de l'établissement de porter une arme. Oui, moi je pense toujours aux surveillants. C'est un statut qui en fait me brise le cœur parce que je pense que c'est un métier qui est très difficile, qui est psychologiquement très difficile, physiquement très difficile. Et courageux, très courageux. Il faut être courageux. On a une image dégueulasse des surveillants parce qu'à travers véhiculé par les films américains un peu idiots, un peu débiles sur le surveillant
surveillants qui seraient sadiques avec les prisonniers. Ça n'est pas le cas. Moi, j'ai fait une tournée des prisons. Je me souviens à l'époque avec Christine Boutin, qui avait fait à l'époque un rapport extraordinaire sur les prisons, Christine Boutin. Et vraiment, j'ai eu une compassion au sens premier du terme pour les surveillants. Je ne comprends pas véritablement, et je rejoins Philippe, qu'on ne se soit pas emparé de ce problème, de ce grand plan pour les surveillants, vraiment, pour leur salaire, pour leur bien-être, d'abord à eux. Bien sûr, les policiers, mais d'abord leur bien-être à eux. Moi, pour rester vraiment sur le domaine de sécurité, Françoise a tout à fait raison de dire ce qu'elle dit, effectivement, mais ce que je vois dans ce qui se passe actuellement, c'est d'abord l'anonymisation du métier de surveillance, c'était essentiel. Ça veut dire quoi, anonymisation? C'est-à-dire que... Ton nom ne sort pas. D'accord, Arthur. D'accord, ok. Et ça me rappelle le raid, parce que quand on avait fait l'opération à Human Bomb à Neuilly, effectivement, à cause des noms qui étaient sortis dans la presse, évidemment, tout le monde nous est tombé dessus, et il y a nombre de policiers du raid qui ont été mis en examen à cause de ça. Et leur nom est sorti dans la presse. Bref, je ferme la parenthèse. Non, mais c'est intéressant, c'est important. Mais pour ces agents d'administration pénitentiaire, c'est important, parce qu'ils sont au quotidien face à des criminels, des mecs qui sont dans des réseaux de folie, et ces gens-là sont excessivement exposés. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des mesures. Quant à l'armement, je suis plus réservé. Alors c'est vrai que les sondages tout de suite, 97, ça va dans le bon sens, évidemment. Les gens 84. On a envie d'aider nos compatriotes, évidemment. Le seul problème, c'est on arme, ça veut dire entraînement, ça veut dire tout un plan d'action. Évidemment, on ne peut pas donner une arme comme ça. Ça, c'est un vrai sujet. Après, on pourra reparler à l'intérieur des prisons avec le représentant des faux. Il connaît évidemment bien le sujet sur comment faire à l'intérieur des prisons. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. La création des ERIS, les équipes d'intervention, qui sont des gars, des groupes d'intervention suréquipés, etc., qui sont capables de faire des transferts solides. L'affaire Amra, malheureusement, nous a dit le contraire, mais pour autant, il y a des choses que c'est pas le quotidien, en fait. Non, c'est pas le quotidien, mais il y a beaucoup de choses encore à mettre en place, et il faut avancer. Il ne faut pas attendre qu'on ait un drame, encore une fois. Ahmed Saï, délégué national Force ouvrière Justice, merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas d'armes, forcément, dans votre métier, à part les miradors, je crois, qui ont un fusil d'assaut, c'est ça? Oui. Ah si, tout à fait, il y a des armes dans notre métier, depuis d'ailleurs avant les ERIS, c'est-à-dire qu'il y a eu les ERIS, c'était les premiers surveillants à avoir été armés, et maintenant il y a les extractions judiciaires, donc les opérations d'extraction judiciaire, ainsi que les équipes locales de sécurité pénitentiaire qui sont armées, mais tous les surveillants ne sont pas armés, c'est-à-dire que on a l'habitude, effectivement, enfin, on ne travaille pas armé dans les détentions, excusez-moi, on ne travaille pas armé dans les détentions parce qu'on a peur que ces armes se retournent contre nous. Oui. Philippe Bilger. Vous avez une question? Non, moi j'ai une question. Enfin, je voulais réagir sur ça en disant, est-ce que au sein forcément de ce syndicat, au sein de vos collègues, est-ce que c'est difficile de parler de peur, c'est toujours très compliqué, mais ça a généré forcément quelque chose, ça a cristallisé, j'imagine, la profession aujourd'hui? Mais effectivement, donc il y a toujours cette crainte, donc il y a toujours eu, une peur d'être reconnu à l'extérieur, etc., etc. Mais voilà, comme je dis, enfin comme vous disiez tout à l'heure et comme le disait Monsieur Darmanin, surveillant, c'est quelqu'un de courageux. Il est courageux parce que il a toujours exercé sa profession avec peu de moyens. C'est-à-dire qu'on demande à un surveillant pénitentiaire d'être psychologue, d'être médecin, d'être pompier parfois, etc. Donc effectivement, le surveillant pénitentiaire, c'est quelqu'un de très courageux. Donc la peur, elle fait partie du quotidien, et mais voilà, on essaye de travailler de façon à ce que nos collègues puissent travailler en sécurité. On part au 0826 300 300. Bonsoir Charlène. Bonsoir Charlène. Bienvenue. Bonsoir. Vous voulez témoigner à l'antenne de Sud Radio. Oui. Alors, en fait, je vais compléter un petit peu ce qu'a dit mon collègue à l'instant. Vous êtes surveillante pénitentiaire, donc? Ouais, je suis surveillante pénitentiaire depuis 16 ans maintenant. Et effectivement, des fois, on vient travailler avec la boule au ventre parce qu'il faut savoir aussi quand même que quand on ouvre une porte, on a un détenu qu'on va voir une fois, avec lequel peut-être ça va mal se passer. On va le revoir le lendemain et le surlendemain. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. Donc les menaces sont quotidiennes, peuvent être quotidiennes, etc., etc. Bon, bref, la parenthèse est close par rapport à ça. C'est une grosse parenthèse quand même. C'est compliqué. Charlène. Attendez, on laisse finir Françoise. Non, mais je voulais dire, c'est étonnant, vous parlez d'un détenu. Vous êtes une femme, vous ne surveillez pas que des femmes?
Je vais continuer mon argumentaire par rapport aux armes. Alors, je suis une femme et j'ai travaillé pendant 15 ans chez les hommes. Ouais, c'est dingue. Voilà, donc là, depuis juin l'année dernière, je suis au quartier femmes, mais j'ai été confrontée à de la violence verbale de la part des hommes, des hommes qui ne supportent pas l'autorité féminine, qui ne supportent pas. Enfin voilà, faut savoir quand même qu'il y a des nationalités étrangères aussi chez nous, beaucoup d'ailleurs, et c'est pas toujours évident, quoi. Donc on a des menaces, on a des. Où les femmes, pour eux, soyons clairs, sont considérées comme inférieures à l'homme. C'est ça que vous voulez dire? Ah mais totalement, on est des sous-fifres. Alors déjà, on a l'impression d'être des sous-fifres par rapport à notre métier, parce qu'en plus de ça, on donne énormément de droits aux détenus, de plus en plus en tout cas. On est loin des prisons américaines ou russes. Non mais écoutez, c'est dingue d'entendre ça quand même. Enfin, voilà. Donc, pardonnez-moi, je voudrais... Charlène, je voudrais... Laissez-la terminer. Non, je pensais qu'elle avait fini. Non, elle a dit il n'y a pas longtemps. Ah, pardonnez-moi. J'ai tellement de choses à dire. Allez-y, pardon, Charlène. Ils ont énormément de droits. Il faut savoir qu'ils ont des activités à gogo qui sont financées en grande partie par le public, par nos impôts. Là, il n'y a pas longtemps, on a eu une formation pour les femmes sur l'estime de soi. Ils ont des formations pour du yoga, enfin des choses que vous pouvez même pas vous payer vous à l'extérieur, ou vous n'auriez même pas le temps de le faire. Donc dire que les détenus subissent, non. Et d'ailleurs, je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'est que eux dénoncent les conditions des détenus dans les prisons françaises, mais nous aussi on les dénonce, parce qu'en fait alors moi j'ai un sale retour, c'est difficile de parler. On vous entend très bien. Ouais, mais moi je m'entends en double. Ah, c'est normal. Alors attendez, on va tester la ligne. Bougez pas, Charlène. On va reprendre. On vous reprend dans un instant. Ahmed Saï, pardon Philippe. Non, mais je rebondis sur ce que dit Charlène sur le traitement aujourd'hui des détenus. Voilà. Charlène, vous êtes là, vous êtes revenue. Oui, je suis là. Donc nous, notre travail, et je parle au nom de tous mes collègues, parce que faut arrêter de nous traiter de matons. Ça date d'il y a des décennies en arrière. On n'est pas là pour juger, on est là pour protéger les citoyens français. On garde des gens qui ont commis des meurtres, qui sont très agressifs, des fois qui n'ont rien à faire en prison. Moi, je sais que j'ai travaillé cette nuit, j'ai eu des cris d'animaux toute la nuit parce qu'on a une personne qui a un gros problème psychologique et on est obligé de faire face à cette personne. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'être à deux pour lui ouvrir la porte. Enfin voilà, ça c'est des conditions récurrentes chez nous. On a des profils qui n'ont rien à faire en prison. Bougez pas, Charlène, bougez pas, parce que on a pas mal de gens. Philippe Bilger, vous vouliez poser une question. J'aurais voulu poser une question aux deux très rapidement. Est-ce qu'au fil des années, vous avez vu le comportement des détenus se dégrader et votre condition d'agent elle-même se dégrader? Ahmed Saï. Alors, moi, effectivement, j'ai 15 ans d'ancienneté dans l'administration pénitentiaire, donc comparé à certains de mes collègues, c'est rien du tout. Mais oui, le respect des personnes détenues envers le personnel de surveillance s'est dégradé. On a, il faut le savoir, maintenant le narcotrafic qui a gangréné nos détentions, c'est-à-dire avec des têtes de réseau, avec des détenus qui ont énormément de moyens, que ce soit financiers, etc. C'est-à-dire que c'est eux qui font la pluie et le beau temps au sein de la détention. S'ils veulent une détention calme, eh bien, il y aura une détention calme, mais s'ils veulent que ça s'agite, ça s'agitera. Ouais, c'est fou. Donc effectivement, ça s'est dégradé. Et ça s'est dégradé, j'en termine aussi avec ça, avec la surpopulation carcérale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de détenus a augmenté, voire a explosé. Et le nombre de personnels de surveillance, lui, n'a pas augmenté. Au contraire, il diminue. Et il n'y a que récemment, effectivement, avec la réforme où le personnel de surveillance est passé en catégorie B, qu'on commence tout juste à remplir nos schémas d'emploi. Une question, cher ami. La décision de Gérald Darmanin de mettre des quartiers de haute sécurité, une prison de haute sécurité, voire deux, comme c'est prévu, est-ce que ça va dans le bon sens pour vous ou pas? Ou est-ce que c'est pas assez?
Mais déjà, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va prendre les plus gros narcotrafiquants, ceux qui ont le plus de moyens, et les isoler dans une prison. C'est une revendication force ouvrière qu'on porte depuis des années, et on vient seulement d'être entendu. C'est-à-dire que faut vous rendre compte quand même, Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe ont été construites à la base pour ça, et du jour au lendemain, on a eu un ministre qui était Christian Taubira, qui est arrivé au pouvoir et qui a dit non, moi j'assume pas ça, et puis on fera pas ça, et puis on va continuer comme on fait actuellement. Et c'est là où est le ridicule, c'est-à-dire que c'est une prison qui a coûté des dizaines et des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, qui ne servaient pas ce pourquoi elle a été construite. J'ai une question, merci Cécile. J'ai une question parce que vraiment ce sujet me passionne, notamment Charlène. J'arrive pas à comprendre comment des femmes peuvent être surveillantes d'hommes. Ça me paraît complètement délirant en réalité par rapport pas simplement à un manque d'effectifs. Non, mais j'ai compris. Quand je dis je comprends pas, bien sûr que je sais que c'est à cause d'un manque d'effectifs, mais comment on ne peut pas pallier ce truc-là? C'est impossible que des femmes, même en psychiatrie, vous avez vraiment des règles très strictes pour que les femmes soient pas dans des services avec des. Enfin, c'est complètement dingue. Juste une question. À quoi vous attribuez les attaques simultanées dont vous avez été victime, encore vous? Est-ce que selon vous, c'est vraiment le narcotrafic qui veut vous impressionner? C'est à Charlène. Aux deux. Charlène, c'est Charlène et Saïd, les deux, quoi. Ah bah je vais laisser parler. Moi je ne sais pas si c'est le narcotrafic ou des anarchistes. Et puis en fait, quelque part, je m'en fiche un peu. Ce que je veux, c'est pas pareil en fait. Voilà. Comment? Oui, voilà. Pareil. Moi, ce que je veux, c'est que mes collègues puissent travailler en toute sécurité. Je veux notamment, et vous en parliez tout à l'heure, l'anonymisation des agents. C'est-à-dire que on va avoir un détenu, par exemple, haut du spectre, où on sait qu'il a des moyens considérables, des risques, des moyens corruptifs, des risques d'appui à l'extérieur, etc., où on va avoir des agents qui vont travailler, par exemple, à visage découvert devant lui, ou forcément pas tout à fait anonyme, etc., etc. C'est là qu'est l'aberration. On veut de l'anonymisation, c'est-à-dire que on avait proposé une loi par rapport à la loi au narcotrafic qui a été complètement appauvrie de son contenu. Elle a été appauvrie de son contenu. Certes, ce qui va passer, c'est mieux que rien, mais l'essentiel n'est pas forcément là. Nous, on voulait la visioconférence au lieu de l'extraction judiciaire. Et ça va passer, ça, hein? Ça va passer, cher. Mais seulement pour les détenus qui sont incarcérés à Vendin-le-Vieil et à Condé-sur-Sarthe. C'est-à-dire que sur 82 000 détenus, on parle de 200 détenus. Mais pourquoi Mohamed Amra, quand il a été extrait, il n'était pas identifié comme dangereux. Mais pourquoi on fait prendre des risques? C'est-à-dire que ceux qui font d'énormes conneries, on les protège, et ceux qui aujourd'hui sont face au drame avec des salaires de misère, parce que soyons clairs par rapport à ce que vous faites. Moi, c'est un scandale, c'est indécent, ça m'écoeure, moi. Mais moi aussi. Voilà. Et alors, moi, je ferai la grève pour vous. Pourtant, je suis une sale gauchiste. Oui, mais ça, je veux dire que vraiment, je ferai. Non, mais moi, je ferai la grève. Non, mais à un moment donné, il faut mettre. Ils sont conscients mais ils ont une mission, c'est comme les policiers. Non, mais ça va. On ne fait pas ce métier par hasard. Il faut aimer les gens pour faire ces boulots. Non, mais c'est pas des blagues ce que je dis. Il faut aimer les gens. Je suis d'accord, Bruno, mais à un moment donné. C'est pas comme on dit des matons, les mecs qui tapent sur la gueule. Ça n'empêche pas que la population doit venir au secours. Moi, je voudrais venir au secours. Moi, je suis d'accord avec Cécile. Quand vous avez commencé à faire la grève des menottes, et ben c'est là que ça a bougé, que Darmanin, il a décroché les primes. Mais donc, non, mais c'est quoi? C'est 1500. Moi, ça me brise le cœur, Charlène. Moi, ça m'a bouleversé votre témoignage. Je sais pas comment vous pouvez être gardienne de mecs qui sont des criminels, parfois des criminels de sang, qui mesurent 2 mètres et qui vous insultent. Je sais même pas comment l'administration peut laisser faire ça. C'est incroyable. Est-ce que l'affaire Amra a fait avancer concernant les extractions avec peut-être des véhicules blindés ou autre? Non, il n'y a rien qui a changé là-dessus. Si, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé. Ah pardon, excusez-moi, c'était pour qui la question? Ça n'a rien fait avancer du tout, et ça n'a rien fait avancer du tout. On continue à sortir non armés. Voilà. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et voir, on peut même prendre des sanctions si on refuse de sortir.
Ouais, les Iris, je suppose, interviennent sur les cas les plus. On y va, on est très en retard. On est très en retard. Charlène, merci beaucoup en tout cas de ce témoignage qui était très important pour nous. Merci, je pense pour ceux qui nous écoutent aussi. Bravo. Merci beaucoup Ahmed Saïd d'avoir accepté notre invitation, délégué national Force ouvrière Justice, et merci pour ce que vous faites surtout. Et ça c'est important. Dans un instant, Fabrice, pardon, on n'a pas pu vous prendre. On vous récupère dans un instant pour le qui c'est qui l'a dit. Ce sera un tout petit peu plus joyeux. Et voilà. Et on le fera bien entendu dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler, donner son avis, qui plaise ou qui plaise pas. L'important, c'est d'essayer de rester constructif. Et j'aime bien l'esprit qu'il y a chez vous. Ouais. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette divine table, Philippe Bilger, qui trône en maître, Françoise qui Degois. Beaucoup. Et qui trône en maître dans qui c'est qui l'a dit, Françoise? Oui, mais alors là, ça fait 2 fois. Non, là, non, j'ai pas été battu. En nombre de victoires depuis que vous êtes là, je crois que c'est oui, c'est moi. Moi aussi, j'en ai gagné. Et Bruno Pomar, on attend la jamais. Et Fabrice qui est avec nous, mon cher Fabrice. Ah, oui. Et on est content de vous avoir. Et c'est à vous de lancer le jingle. Et je vais calmer les choses, je vais juste dire un grand merci à Françoise pour son humanisme. Vous voyez qu'on peut être d'accord, Françoise. Les vraies voix Sud Radio, oui, mais alors là, le quiz de l'actu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fabrice, merci, on est parti pour 2 ans là. La gauche est naturellement humaniste. Oui, il est de gauche, monsieur. Non, il est de droite. Non, mais vous, je parlais de vous. Première question. Du moment que... J'ai pas lancé. Bon, tant pis. Bah lancez, allez-y, recommencez. Devant l'appareil photo, c'est Wi-Fi, mais devant Sud Radio, c'est le CTT qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Allez, qui c'est qui l'a dit? 3 points sur l'emploi public. Je ne crois ni à la tronçonneuse, ni au rabot, mais nous devons regarder ce que font nos voisins pour faire des économies. Clément Beaune avec Jean-Jacques Bourdin. Bonne réponse de Fabrice. Qui c'est qui l'a dit? On a beaucoup trop de Françaises et de Français qui se mettent en arrêt maladie. Il y a peut-être un sujet de motivation au travail. Fabrice. Il est grand et très sérieux. Il est grand et très sérieux. Éric Lombard. Bonne réponse. C'est moi qui l'ai dit en premier. Non, j'ai dit Éric Lombard en premier. Je peux vous départager. Non, arrête. Non. Le sourd. Non. J'ai dit Éric Lombard en premier. Allez, les points pour Françoise Degois. Allez, question qui c'est qui l'a dit sur le budget 2026? Il faut lutter contre la fraude sociale, car il n'y a pas de masse à gratter sur la fraude fiscale. Fabrice. C'est un homme, il a été homme politique et maintenant il a de très hautes fonctions. Ouais. Il a même été ministre. Ouais. Très haute fonction. Le président de l'Assemblée constitutionnelle. Non. Moscovici. Bonne réponse de Philippe Bilger. Pierre Moscovici. Qui c'est qui l'a dit? Fabrice. Moi, les 40 milliards, je vous les trouve dans la journée. On l'a souvent cité, il est... Fabrice? Oui. Il a été Mélenchon. Coquerel? Non. Mélenchon? Non, il a été candidat à la présidentielle plusieurs fois. Présidentielle. Dupont-Aignan. Bonne réponse. Dupont-Aignan. Philippe Bilger a été le plus rapide. Très fort. Il connaît les réponses, c'est pas possible. Non. Eh bien, écoutez. Allez, c'est terminé. C'est Philippe Bilger, revenu du diable vauvert. Regardez la tête. C'est dur devant François. La tête de ces séraphiques de Cécile. Excusez-moi, mais ma chère Cécile, oui. Ce serait 1 minute pour le j'ai mes chances. Je fais une bonne réponse et on arrête tout. Et ben voilà, c'est ça. Quand vous gagnez, vous me traitez pas de truand. Et moi, j'aurais bien gardé Fabrice. Il est mauvaise foi surtout. Regardez avec quelle Fabrice, je propose, si vous êtes disponible, qu'on vous rappelle pour le 2e sujet. Est-ce que ça vous intéresse? Pour vous, je suis toujours disponible. Bravo, super. Allez, vous bougez pas, Fabrice. On vous retrouve dans quelques minutes. En attendant, le journal dans un instant. Rémi André pour la météo et Philippe David pour la météo mauvaise, parce qu'il va pleuvoir chez Philippe David. Des parents ont demandé une loi à Gérald Darmanin et je dis bravo à ses parents et il faut faire une loi. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. C'est Super Zach qui est avec nous aujourd'hui. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vraies voix avec Philippe David tous les jours de 17h à 19h. Ça va, cher Philippe David? Ça va toujours très bien en votre compagnie, Cécile. Écoutez, très bien. Si tout va bien, tout va bien. Dis donc, ça sent le cœur. On sent l'élan. Ça va très bien quand je suis en compagnie de Cécile et des vraies voix. Il n'y avait pas beaucoup d'ardeur quand même, hein. Excusez-moi. Mais c'est un peu mécanique. Vous n'avez dit non. Vous voulez qu'on la refasse? Oui. Allez, on y va. Bienvenue dans les vraies voix tous les jours avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Quel bonheur d'être avec vous, Cécile Doménich. C'est punchy. D'accord. On sent le cœur, là. On sent qui c'est. On dirait Jean-Pierre Foucault. Qui veut gagner des millions? Quel bonheur! C'est trop artificiel pour être sincère. Sacrée soirée. Chers amis, Philippe Bilger à ma gauche, Françoise Degois à ma droite, avec bien entendu Bruno Pomar. Le président Coty est arrivé dans la cour de l'Élysée. Et vous au 0826 300 300, ce répondeur sur lequel vous laissez des messages. Et on vous rappelle, et on a rappelé Céline d'ailleurs. Bonsoir Céline. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue Céline sur Sud Radio. Coup de gueule, ma chère Céline, sur les 40 milliards à trouver. Ouais, alors je me demande si on pourrait pas les rebaptiser Alibaba et les 40 voleurs. C'est pas mal. Joli. Parce que objectivement, ils savent plus quoi nous servir. Enfin, on sait depuis des lustres que la France est endettée à un point mais phénoménal. Et là, on a l'impression qu'ils découvrent la roue. Oh, il y a 40 milliards à trouver. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de hausse d'impôts, mais il n'y aura pas non plus d'économie. Donc, d'ici le 14 juillet, on vous revient avec les mesures. Mais ils nous prennent vraiment pour des débiles mentaux. Hein. C'est lunaire. Non, mais franchement, mais on a toujours l'impression qu'on a touché le fond, mais en fait, il y a toujours un fond sous le fond. Philippe Bilger. Mais moi, sans doute à cause de mon ignorance, je ne tombe jamais dans la dérision. C'est pas de la dérision? Un petit peu. Ah non. Attendez, c'est pas de la félicitation tout de même, ce que dit notre auditrice. C'est une certaine moquerie à l'égard des politiques qui ont l'air mais c'est très difficile de faire ce qu'ils doivent faire. Trouver 40 milliards, il va falloir les trouver, et même davantage, on dit faire. Non, mais honnêtement, moi je suis d'accord sur ce que dit Céline, c'est de la mauvaise communication. Moi je suis d'accord avec Céline, vraiment. François Bayrou nous prend vraiment pour des billes. Il a fait de l'immobilisme sa marque de fabrique. Il renvoie au 14 juillet. On découvre jour après jour 40 milliards. Et puis en règle générale, j'en ai marre qu'on dresse ce tableau apocalyptique de la France. Ok, la France est endettée, mais la France est un pays riche. La France a des possessions. La France a de l'argent. La France peut encore emprunter largement. La signature de la France. Mais si, elle a de la valeur. Ça, c'est bien de la parole de gauche. Mais non, c'est pas un problème de la parole de gauche. Mais non, mais c'est pas de la parole de gauche. J'ai pas dit ça. Françoise Degois, ministre des Finances. Mais arrête de dire ça. C'est-à-dire que cette espèce de climat apocalyptique conduit à la culpabilité. Oui, et moi, je trouve très sain la réaction de Cécile. On a juste 3300 milliards de déficit, mais tout va bien. De dette, oui. De dette, tout va bien. Tu confonds déficit et dette. 36 000 milliards de dollars pour les États-Unis. On va le prendre encore aux classes moyennes. Et bien alors, révolte-toi contre ça. Mais moi, je suis dans la classe moyenne, pas toi. Non, mais bien sûr que si. Révolte-toi contre ça. En tout cas, Céline, merci beaucoup de ce coup de gueule. Vous avez mis de l'ambiance, Céline, c'est génial. Bravo Céline, je suis à fond avec vous. Ils nous prennent vraiment pour des débiles, en fait. En vrai. Céline, espérons que le 14 juillet, on aura l'occasion de voir un beau feu d'artifice sur ce budget. Et un nouveau Premier ministre, j'espère. Regardez, surtout pas. Calmez-vous, Tornado. Calmez-vous. J'adore, calmez-vous, Tornado. Céline, merci en tout cas de nous avoir appelé dans un instant. Un autre coup de gueule, c'est bien celui de Philippe David. Un terrible drame aurait, à mon avis, pu être évité, et ça va être mon coup de gueule du soir. Petite pause, et on revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix aujourd'hui avec Philippe Bilger à ma gauche, Françoise Degois à ma droite, Bruno Pomar à ma très à droite. Non, alors, et ma très à droite. Maire du rural, madame. Moi j'adore. Nous étions en train de parler de son expérience de maire. De Belleflou. Ah ouais, ça me fait. Je trouve ça magnifique. 125 habitants, la gestion au quotidien, la vie des gens. Bravo Bruno. Pour une fois qu'elle me tacle pas, tu vois. Non, mais moi j'adore. Je trouve ça merveilleux parce que c'est. Non, parce que ces petites communes, elles doivent être gérées au cordeau. Ouais, et puis parce qu'il n'y a pas une syllabe de trop là-bas.
C'est plutôt flou, hein. Non, mais moi je trouve ça génial. C'est comme Philippe Lebel, il y a Bruno Lebel. Moi j'adore. Non, mais c'est très. Dans les petites communes, on est la moitié des 36 000 communes en France, c'est des petites communes. Bien sûr, c'est des petites communes, donc c'est la vie quotidienne. Est-ce qu'on fait la salle des fêtes? Est-ce qu'on fait le bal? Moi je trouve ça génial. Et on les appelle comment, ces habitants? Belleflouën. Belleflouën? Ouais. D'accord. Les belles floutées Les bien flouées. Les belles flouées. Les belles flouteuses. Il y a la région étrangère. Les belles flouteurs et les belles flouteuses. Et le cassoulet surtout. En attendant, quelqu'un qui n'est pas flou, puisqu'il va vous donner son vrai coup de gueule, c'est Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Thiès dans la Haute-Savoie. Pourquoi Thiès? Parce qu'un terrible drame s'y est déroulé et qu'il aurait, à mon avis, pu être évité. En effet, dans ce village, le 30 mars dernier, un adolescent de 17 ans prénommé Yanis a mis fin à ses jours. Pas un suicide conséquence d'un harcèlement scolaire ou d'un chagrin d'amour, mais parce que Yanis avait été agressé sexuellement par le voisin de ses parents quand il avait 12 ans. Un agresseur récidiviste, déjà condamné pour des faits similaires en 2007 et 2014, est condamné pour l'agression de Yanis à 5 ans de prison, mais qui a été libéré au bout de 2 ans et 4 mois. Moins de la moitié de la peine a donc été passée derrière les barreaux, ce qui ne me semble pas cher payé pour un agresseur sexuel sur mineur multirécidiviste. Et un agresseur sexuel qui est revenu vivre à quelques kilomètres, moins de 3, d'une de ses victimes, comme si de rien n'était. La famille a été informée de sa libération, mais le choc a été trop violent pour Yanis, qui a mis fin à ses jours. Et je dois dire que je trouve scandaleux que des bourreaux, après leur libération, puissent aller vivre à proximité de leurs victimes, des victimes parfois traumatisées à vie. Comment peut-on libérer des agresseurs sexuels multirécidivistes sur mineurs sans des conditions beaucoup plus drastiques? Attend-on qu'un de ces jours, un parent fasse justice lui-même en voyant la faiblesse de la peine et, pire que tout, de l'exécution de cette peine? Les parents ont demandé à Gérald Darmanin de faire une loi qui obligerait la justice à prévenir systématiquement les parents d'enfants victimes de pédocriminels lorsque leurs agresseurs sortent de prison. Une loi qui devrait s'accompagner, à mon avis, d'une interdiction de résidence à moins de plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de résidence des victimes. Une simple loi de bon sens, à mon avis. Formellement, la justice a bien fonctionné. Elle avait tout à fait le droit de dire à cet homme, à cet agresseur, à 3 kilomètres de là, vous y serez. Ensuite, le père a annoncé cette libération à son fils et c'est dramatique qu'il ait éprouvé le besoin de se suicider, mais la justice n'en est pas responsable. D'ailleurs, c'est pas ce que vous dites. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais je pense qu'on devrait dire aux gens, vous allez vivre à 35 ans sur le kilomètre au moins. D'éloignement, ça s'appelle. Non, mais honnêtement, moi, c'est rare que je sois d'accord avec vous de la première à la dernière ligne, mais moi aussi, ça m'a brisé le cœur, cette histoire en réalité. Comment vous pouvez imaginer qu'un adolescent qui a subi ça, déjà, il est détruit. Déjà, c'est terminé. Il avait 12 ans, il était c'est une vie entière à essayer de se reconstruire. Comment on peut imaginer, comment un magistrat peut imaginer que ce face-à-face plus que probable, quand j'ai larmes aux yeux. J'ai larmes aux yeux parce que c'est 3 kilomètres. Vous vous rendez compte ce que c'est 3 kilomètres? C'est honteux, voilà. Et moi, je suis d'accord pour ne pas accabler la justice, mais je suis d'accord avec ce que dit Philippe sur la mesure d'éloignement. Ça n'est pas possible. Ce môme, vous avez vu comme il est, excusez-moi, je suis très ému, ce môme, comme il est beau, en plus de ça, il essaie de se reconstruire, c'est déjà impossible. Honnêtement, moi, ça me brise le cœur, en fait. Oui, je partage vraiment les propos. Il y a mesure d'éloignement, ça c'est d'une évidence même. Il y a identifier l'individu, c'est un peu comme les fichiers S et les terroristes pour les maires, je pense. Il faut que les maires soient au courant de toutes ces choses. C'est vachement bien, ça. C'est hyper important, tu vois, de savoir exactement ce qui se passe. Et il a une obligation de se faire soigner ou pas? Ça, j'ai pas eu les infos. Sûrement. Évidemment, mais ils le font pas, les gars. Et puis le suivi psychologique de ce pauvre gamin, parce qu'on sait que la psychiatrie actuellement, on est là. Non, mais c'est bien l'histoire des maires, là. J'avais pensé à ça, je pensais que c'est vachement bien. C'est une demande qui a été faite par l'Association des maires de France. C'est une super demande. C'est génial. Dangereux dans ton Oui, parce que toi, par exemple, t'es maire de ton petit village, il se passe un truc comme ça, tu es capable quand même d'être en alerte, d'aller voir le gamin, de le rassurer, de lui dire t'inquiète pas, on sera toujours là. Enfin, c'est la solitude morale du gamin, quoi. Mais c'est pas gagné, hein. Bravo Philippe David. Super. Merci Philippe David. Tout de suite, l'info en plus, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio.
Et au Royaume-Uni, une décision de la Cour suprême ravit les conservateurs mais consterne les militants des droits des personnes transgenres. Une décision pour dire que lorsqu'une loi parle des femmes, elle ne parle que des personnes nées femmes, à l'exclusion donc des personnes nées de sexe masculin puis devenues femmes à l'issue d'une transition de genre. Autrement dit, pour la haute juridiction britannique, la définition d'une femme ne repose que sur le sexe biologique et non pas donc sur le genre obtenu à l'issue de cette transition. Le litige en fait opposait depuis 2018 le gouvernement écossais, plutôt avant-gardiste sur ce sujet, et l'association For Women Scotland. C'est, vous savez, cette association défendue notamment par J.K. Rowling, l'écrivaine de Harry Potter, association qui oppose les droits des femmes nées femmes aux droits des transgenres. Elle se plaignait par exemple que des personnes nées hommes puissent accéder à des vestiaires féminins, affronter des femmes cisgenres, des femmes nées femmes ou dans les compétitions sportives, ou encore être sur les quotas des femmes dans les dispositifs visant à défendre la parité en politique. Suite à cette décision donc de la Cour londonienne contre le gouvernement écossais, J.K. Rowling parle sur les réseaux sociaux d'une victoire. Les droits des femmes et des filles à travers le Royaume-Uni sont ainsi protégés, dit l'écrivaine. Les conséquences concrètes de cette décision restent encore un peu difficiles à mesurer. Mais elle inquiète, cette décision, forcément, les femmes transgenres, ne serait-ce que par la symbolique, quand elles ont obtenu leur certificat de changement de genre à l'issue d'une transition et d'une opération. Elles y voient un retour de 20 ans en arrière sur leurs droits, en imaginant, par exemple, qu'en vertu de ce principe, désormais édicté par la Cour suprême, elles puissent être refoulées des centres d'hébergement d'urgence, ou bien même qu'elles soient obligées, par exemple, très concrètement, de retourner dans les toilettes pour hommes, comme avant leur opération. Philippe Bilger. C'est le retour du bon sens. Cette haute cour britannique est formidable. Et c'est la victoire de J.K. Rowling. Le courage paye. Moi, j'aime beaucoup J.K. Rowling parce que, évidemment, Harry Potter, parce qu'elle a un talent. J'aime cette personnalité. Je pense qu'elle se trompe complètement de combat. Moi, j'entends la décision de la haute cour. Là encore, je redis une nouvelle fois pourquoi se cabrer sur des droits qu'on rajoute à des gens sans en enlever aux autres. En l'occurrence, on n'enlève pas de droits aux femmes. Le droit des transgenres, la transidentité, c'est un vrai sujet social, sociétal. Et j'entends bien sur les compétitions sportives, etc. Vous auriez pu faire des exceptions, des aménagements. Oui. Là, la réalité, c'est que vous niez, non seulement vous niez le nouveau statut de femme, parce qu'on a le droit de se sentir, quand on est un homme, une femme. En réalité, vous niez tout le travail, comme si ça se faisait comme ça en claquant des doigts. Vous niez complètement leur identité. J'ai encore beaucoup de mal, une nouvelle fois, à comprendre les gens qui se cabrent quand on n'enlève pas de droits et qu'on en rajoute d'autres qui n'enlèvent aucun droit. C'est absolument terrible. Ça s'appelle le progrès, en fait. Mais ils ne se cabrent pas, François. Ils sont heureux de voir revenir une sorte de définition de bon sens. On tombait dans une confusion des rôles. On ne fait pas de la politique avec le bon sens. Le bon sens, c'est le café du commerce. La politique et le droit, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, consiste à prendre en compte l'ensemble, et ce sont des matières mouvantes, le droit. Et la politique également. Vous enlevez, vous déniez le droit d'existence, en réalité, et d'identité à des gens qui ont déjà fait un chemin énorme pour y arriver. Et les gens ont le droit de se sentir, c'est pas parce que ça ne vous concerne pas, vous savez pas si votre petite fille sera pas un jour concernée par cela, votre petit-fils. Mais elle ne représentera pas pour ça la majorité consensuelle. Mais on s'en fout de la majorité consensuelle. Moi, ça me gêne parce que les lois sont faites aussi pour les exceptions qui confirment les règles, en fait. Moi, ça me gêne. On est un homme, une femme. Après, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de se faire opérer, on se fait opérer. Je m'en fous complètement. Parce que j'étais en train d'écouter ce que tu disais. Je pense à ce qu'on a dit dans des écoles maternelles ou autres, où on demandait aux gosses si tu as envie de devenir un garçon de devenir fille ou à une fille de devenir garçon. Tu as le droit de demander. C'est une catastrophe. On est en train de foutre un bazar dans cette société. On est né homme, on est né femme. Après, il y en a certains qui prennent d'autres décisions. On s'en fout. Mais à la base, c'est ça. La société, c'est un homme, une femme. Non, alors c'est une façon. Moi, je pense que c'est une façon véritablement. Entre les wokistes complètement délirants aux États-Unis et ce qui leur répondent aujourd'hui les Trumpistes, c'est très compliqué d'essayer d'avoir une parole un peu au milieu. Cette polarisation est folle en réalité. C'est aussi caricatural de dire qu'on commence à encourager les jeunes à devenir transgenres à la maternelle, si vous voulez, que d'être masculiniste. Oui, moi, je voudrais trouver au milieu. Je pense que tout droit qui est donné, qui n'enlève rien aux autres, devrait être salué par tous les humanistes. Ils n'enlèvent rien du tout. Mais ils n'enlèvent en rien. En quoi ils enlèvent le fait que vous êtes un homme ou une femme. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. On est très en retard. Merci Félix Mathieu.
Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix de 17h à 20h avec des sujets passionnants aujourd'hui autour de cette table avec Françoise Degois qui est avec nous, Bruno Pomar qui est maire de Belleflou. Ah merci. Voilà, très bien. Qui devrait être capitale de la France, Belleflou d'ailleurs. Oui. On se pose la question. D'ailleurs, je vais peut-être devenir principauté. Pas mal, principauté, tu vas battre la monnaie et tout ça. Ça serait pas mal. J'adore cette idée. Avec Philippe Bilger en roi, ça serait bien. Ah, ce serait bien. Oui, en prince. Moi, je ne déteste pas les rois. Voilà. Moi non plus. Ça avait du bon. Ça va avec la panoplie. Ça avait du bon, mais on leur a coupé la tête, certainement. On se calme. Bon. Oui, enfin, on a oublié certains. Il y a d'une horreur historique. Il reste de la noblesse, y compris dans cette pièce. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Il en reste un peu. On a raté des trucs. Ça m'arrange. Oui, ça va. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Que la partie commence! Non, moi j'aime pas vous règles la géométrie variable. À chaque fois, je me fais entuber par Philippe Davy, qui est une racaille. Quand on parle du loup, on envoie la queue. En général, les poils pubiens ne m'intéressent pas du tout. Ah bon? Le tour de table. De l'actualité. Alors, quel est le sujet derrière ce jingle? Et Philippe Bilger va nous parler des vétérans de l'armée américaine. C'est un rapport donc avec... J'aime beaucoup qu'au sein des États-Unis, eh bien, des personnes éminemment respectables qui ont été héroïques, courageuses dans leur vie, expriment leur indignation face à certaines attitudes de Trump. Et en particulier, on a les vétérans de l'armée américaine qui ont exprimé leur honte et même davantage leur mépris à l'égard, non, pardonnez-moi, leur tristesse et leur honte à l'encontre de Trump parce que il a d'abord exprimé un mépris de l'uniforme et d'autre part, ils sont révulsés par le changement des alliances classiques qu'il a opérées. Et j'aime bien que ces vétérans, que les Américains respectent, aient exprimé un point de vue clairement et... En ce qui me concerne, je l'approuve totalement. Oui, juste un mot pour dire qu'on a le sentiment, parce que Trump parle tous les jours, etc., qu'il est l'objet d'éditos à travers la planète. C'est une sorte de rouleau compresseur derrière lequel toutes les États-Unis seraient. Ça n'est pas vrai. Ils chutent dans les sondages. Elon Musk chute. Les Américains ne sont pas de façon homogène derrière Trump. La Cour suprême se révolte. Les gens, Bernie Sanders, 85 ans, remplit maintenant des salles à 80 000, à 40 000 personnes. Il faut bien comprendre ce qui se passe aux États-Unis. C'est pas parce que Donald Trump écrase tout avec cette capacité très puissante qu'il a à faire de la communication, etc., que ce pays est derrière Donald Trump. C'est quand même assez désespérant que nous ayons l'incapacité de comprendre vraiment ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est vraiment une fracture délirante dans la société américaine, avec les grands corps qui se révoltent. Donald Trump ne s'attendait pas à ce que la Cour suprême se révolte, et elle se révolte. Pourtant, c'est lui qui a nommé 3 des 9 juges, et qui étaient particulièrement réactionnaires, mais ils ne veulent pas, parce que grâce au ciel, ça reste un état de droit. En même temps, il a toujours son élection triomphale. Donc... On s'en fout de son élection triomphale. La réalité, ces sondages ne sont pas triomphaux, donc on verra les mi-termes. Il a toujours la cote. Après, certains peuvent être déçus d'avoir voté pour lui. Donc, oui, à cause d'Elon Musk notamment. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est en train de couper la branche Musk un peu, parce que Musk lui coûte beaucoup sur le plan. En même temps, Trump fait bouger quand même le monde entier. Ah bon, quoi? En tout. Regardez, comme ça avance. Oui, avec Gaza, avec tout. Ah oui, ça avance, Gaza. Mais non, mais alors là, l'armée israélienne n'a jamais autant dégommé de Palestiniens. Il y a l'Europe qui se réveille. Ah ouais, l'Ukraine, ça avance vachement. On tire sur soumis, sur les comment dirais-je, sur les civils, 42 morts. Je vois pas où ça avance, Trump. Oui, mais si. Non, moi, je pense que sa venue a fait quand même réagir l'Europe sur tout un tas de sujets. Mais dans les faits, le côté économique déjà, on a des réponses quand même qui font que nos Européens se réveillent un petit peu. Au-delà juste de la prise de conscience, il se passe rien concrètement. Au contraire, il faut un peu de temps peut-être. Non, mais ça recule. Honnêtement, franchement, jamais Netanyahou n'a été aussi déchaîné sur Gaza. Vous connaissez mon point de vue, honnêtement. Ce que Netanyahou est en train de faire sur Gaza, c'est une honte. Mais regardez la réflexion de Emmanuel Macron qui dit de reconnaissance de l'État palestinien. Oui, c'est très bien. Donc ça fait avancer les choses. Non, mais l'État palestinien, la reconnaissance, ça fait 6 ans que la France en parle tous les jours. Oui, mais lui, il n'en avait jamais parlé. Ça fait rien avancer. Il y a 150 pays quand même. Non, mais vous êtes en train d'expliquer que Trump a des résultats. Pour moi, il n'en a pas. Mais non, il impulse. Il dit qu'il a fait bouger les lignes. Même son délire, je vais aller dans ton sens.
France, même son délire total, fait avancer en matière économique. Il balance les taxes, tiens, 50% mais ça fait par là. avancer quoi? Tu vis aux États-Unis avec l'inflation à cause des taxes? Moi, je parle de la France. Ce qui m'intéresse, c'est la France. Bon, c'est notre pays, on est déjà assez en galère. Les restes... Mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de mousse, mais peu de résultats. Mais bien évidemment, merci. Il jette le jeu de cartes, mais il y a peu de résultats. Regardez, il devait expulser environ 25 à 30 000 Mexicains par semaine. On est à 4 000 au total. Les amis, il nous reste 4 minutes pour les sujets. Bruno Pomar, Pierre Urmic. Oui, Pierre Urmic. Alors je le connais en plus. Je le trouve très sympathique ce maire. C'est un maire écologiste. Vous voyez, je le trouve sympa. Et tout le monde l'adore à Bordeaux. C'est incroyable. Il fait consensus à Bordeaux. Oui, c'est vrai, c'est un gentil. Moi, je travaillais sur les actions de prévention dans ces quartiers aux Aubiers avec lui. Et je trouve que c'est quelqu'un de bien. D'abord, il a fait une chose de bien. Après, je vais venir à sa délégation de service public qu'il fait par rapport à l'animation de ces réunions publiques. Urmic a équipé sa police municipale d'armes. Alors qu'il était contre. Ouais, super. Je l'ai eu en direct d'ailleurs à France Info une fois. Pas beaucoup de temps, dépêchez-vous. Tout ça pour dire que ce qui est décevant, c'est qu'effectivement, il décide du jour au lendemain de faire une espèce de délégation de service public pour trouver un mec extérieur qui vienne, alors tant mieux pour le mec, ça lui fait un business, pour animer ces réunions publiques. Je trouve que le rôle du maire, c'est d'animer. Alors, c'est pas un grand communicant, c'est vrai, il parle bien. Pourtant, il est avocat. Oui, mais je trouve c'est pas un mec qui a de l'éloquence, voilà. Animer une réunion publique, je pense qu'il peut le faire. Ils ont d'abord une direction de la communication dans une mairie comme ça. Il doit y avoir beaucoup de personnel. Donc à la limite, s'il faut faire de la médiation, il peut trouver un mec dans l'équipe communication qui fasse ça. Et tu connais bien le sujet, ma chère Cécile. Et je trouve que dépenser 100 000 € pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire faire venir un mec de l'extérieur dans une réunion publique. Réunion publique, ça veut dire c'est le contact entre l'élu, le maire et la population. Ça doit faire du direct, quoi, tu vois. On ne doit pas passer par un intermédiaire. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est un détail, tout mais même un homme de gauche qui est capable de changer d'avis parce que le réel l'a rattrapé et qui ose le dire, c'est un. Mais Pierre Urmic a toujours été, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il est écologiste, il est très mitterrandien en fait. Pierre Urmic, c'est ce qu'on oublie de dire, et il fait consensus à Bordeaux. Parce qu'il est écolo un peu comme je suis archevêque. Juste mais il est de gauche par contre, parce que vous l'aurez pas celui-là. C'est un catho de gauche exactement. Oui, c'est un catho de gauche. C'est un vrai catho de gauche à Jean-Marc Ayrault, vous voyez, c'est les cathos sociodémocrates. Allez, on y va, Françoise de Gouin, sur ces vidéos qui font le tour du monde. Allez voir juste ces vidéos, ça vous réjouit, à la fois ça vous terrifie. Ce sont ces jeunes Afghans, souvent ados, 14-15 ans, qui se mettent sur les toits à Kaboul et partout dans le pays, qui se masquent et qui dansent. Voilà, de la K-pop souvent, et qui dansent pour défier en réalité le régime. Vous savez qu'on est dans l'obscurité la plus totale. Les femmes n'ont même plus le droit d'aller apprendre. En gros, elles sont cantonnées chez elles. Et il faut même pas qu'on puisse les apercevoir d'une fenêtre. Enfin, j'exagère à peine. Et ces ados, ils sont avec leur jean qui leur tombe sur les fesses, etc. C'est très touchant. Ils mettent de la K-pop, ils sont sur les toits, ils sont masqués et ils dansent. Et je voudrais encore rappeler à quel point cette jeunesse est courageuse. C'est quand même la jeunesse qui change le monde. La plupart de ces ados ont déjà été repérés par la police religieuse afghane et ont été trahis aussi par des témoignages de voisins. Je ne sais pas où sont ces ados, mais en tout cas, j'ai une pensée pour eux. Des millions de vues, allez voir sur Internet. Et ils sont recherchés par la police religieuse. Ouais, les jeunes qui dansent sur les toits de Kaboul pour dire merde. Philippe mouvement d'opposition, c'est bien. Oui. Ils risquent leur vie. Mais ça fait peur, c'est comme Femme, Vie, Liberté, peu de résultats pour le moment. Le régime n'est pas renversé. Le peuple se révolte quelque part, gentiment et doucement. On le voit en Iran aussi, ça commence à bouger. Donc si ça peut faire avancer et casser ces dictatures, parce que c'est des dictatures qui ne vivent qu'avec le sang. Mais c'est la jeunesse en fait, on ne parle pas assez de la jeunesse, cette jeunesse qu'on dit souvent un peu évanescente, qui lit plus, etc., qui est toujours sur les réseaux sociaux. Et l'autre côté génial, c'est que ces mômes se servent des réseaux sociaux et disent ok, on va inonder le monde entier avec nos TikTok, nos machins, on se filme. C'est un acte politique, alors qu'on dit que cette jeunesse, elle est dépolitisée, elle est évanescente, elle peut plus bosser, etc. Moi, ces jeunes-là sont fabuleux, mais ils n'ont rien à voir avec mais si, bien sûr, chez nous. Mais si, quand vous voyez les mômes qui font des marches climat, ils sont extraordinaires aussi. Philippe, ouvrez votre cœur. Françoise, on peut pas un nouveau sujet, s'il vous plaît. Oui, pardon, je l'ai lancé. Non, c'est pas grave. Si, c'est lui qui va lancer. Allez, vous restez avec nous, puisqu'on a encore un sujet sérieux à évoquer sur Gérald Darmanin qui veut expulser une partie des détenus étrangers pour qu'ils purgent leur peine dans leur pays d'origine. Alors, parlons vrai. Est-ce que ce ne serait pas logique, les personnes qui violent nos lois n'ayant pas
pas à bénéficier de notre hospitalité. Et à cette question, faut-il expulser systématiquement les délinquants étrangers? Vous dites oui à 98%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on est content, on va récupérer notre Fabrice, notre auditeur de tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On se disait avec Philippe David, elle est bien bruyante cette émission aujourd'hui de Vraie Voix. Hein, il y a du tumulte. Il y a du bruit, mais il n'y a pas de fureur. Non, c'est assez sympa, on débat quoi. Et pourtant la police est là pour faire régner l'ordre. Et moi je trouve que Bruno Pomar est vraiment un policier exemplaire. Oui, mais il reste calme, il maîtrise son arme. Quand on voit ses intervenants, en même temps c'est un peu difficile. Hein, c'est pire qu'une manif. J'ai pensé que tu allais dire quand on voit ces énergumènes en te tournant de mon côté. Non, mais je sentais que tu l'avais le mot. C'était beaucoup plus facile quand j'étais CRS dans les manifs que. Ça titille. Je sens quand même que Bruno titille un peu François. J'adore monsieur le maire. Quand il m'énerve, je vois un flic. Quand il m'énerve pas, je vois un maire. C'est ça. Les amis, vous savez ce qu'on va faire? On va faire le coup de projecteur des vraies voix, vous allez voir. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Le Maroc, comme d'autres pays, peuvent, pour des raisons politiques parfois, mais pas que, refuser de délivrer un laissez-passer consulaire, soit parce que ça les intéresse pas, soit parce qu'en fait ils ne veulent pas récupérer non plus des délinquants. Il faudrait d'abord expulser les détenus étrangers pour libérer ces places. Bien sûr, et c'est ce qu'on commence à faire. Alors, c'est pas aussi automatique que ça, d'abord parce qu'il y a des gens qui sont en détention provisoire et qui attendent d'être condamnés, et ceux-là on va pas les expulser avant de les condamner, mais il y a plein de gens qui méritent en effet de faire leur peine de prison ailleurs. Tous ceux qui s'en prennent au bien, tous ceux qui s'en prennent à l'État, tous ceux qui font des escroqueries, des points de deal, évidemment, ils n'ont rien à faire en France. Vous l'avez entendu, 25% de détenus étrangers dans les prisons françaises. Gérald Darmanin souhaite en expulser pas mal vers leur pays d'origine pour y purger leur peine. Alors parlons vrai, est-ce que ce n'est pas la solution la plus simple et la moins coûteuse contre la surpopulation carcérale? Et à cette question, faut-il expulser systématiquement les délinquants étrangers? Vous dites tout à 98%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Surpopulation carcérale qui explose les compteurs à plus de 130%, Philippe Bilger, ça vous laisse... Alors, moi, je suis partisan, comme beaucoup de Français, de la construction nouvelle prison, même de manière, j'allais dire, presque artisanale, avec des modules, mais la surpopulation, aussi éclatante qu'elle soit par rapport à l'univers pénitentiaire, quantitativement parlant, ne doit pas empêcher de continuer, évidemment, à mettre en prison, ou sur le plan de la détention provisoire, ou pour purger des condamnations définitive. Mais Sud Radio a tout à fait le droit de poser des questions dont la réponse est évidente. Jamais alors que c'est du bon sens. Il est clair que ce serait formidable si ces détenus étrangers allaient à l'étranger, libéraient de la place dans nos prisons. Mais on sait que ça ne se fera pas, ou très peu, parce que ces pays ne voudront jamais accueillir chez eux ce qu'ils considèrent comme la lie humaine qu'ils nous laissent, eux, en France. Françoise de Gaulle. Bien sûr, moi je veux bien qu'on annonce... moi aussi je vais annoncer le SMIC à 4 500 €, j'ai aucun problème à le faire, c'est impossible à faire. Non mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous imaginez déjà l'Algérie, on n'arrive même pas à renvoyer un OQTF. Est-ce que vous imaginez qu'on va trouver des accords pour renvoyer les Algériens en prison, purger leur peine? Puis ce tourisme judiciaire, ça n'a pas de sens en fait. Alors il faut savoir quand même que la France est déjà le deuxième pays d'Europe à expulser 13 000 et quelques par an, on rebalance dans les pays d'origine. Mais ce que dit Françoise, ce que dit Philippe, effectivement, c'est d'abord la complexité administrative. Il faut savoir que quand on expulse quelqu'un, c'est une commission qui convoque l'individu, sa palabre, ou le ministère de l'Intérieur, et ensuite il y a la réception des... Voilà, et ça pose des problèmes. Mais effectivement, l'idée est bonne, mais en pratique, compliqué. Un témoignage au 0826 300 300. Cyril est avec nous. Bonsoir Cyril. Bonsoir Cyril. Oui, bonsoir les vraies voix, bonsoir à tout le monde. Je vous appelle parce que moi je fais de l'éloignement par voie aérienne. D'accord. C'est-à-dire que les personnes qui sortent de prison en France, on les ramène dans leur pays parce qu'elles ont la nationalité. Donc ça me concerne direcement, c'est ce sujet.
On est en fait sur un coup de menton, encore une fois, de M. Darmanin. L'idée est excellente, mais irréalisable. Il va falloir trouver le pays qui, pour la France, va modifier sa législation, à savoir que pour des infractions commises en France, la personne serait punie dans son pays. Impossible. On n'arrive déjà pas à éloigner de manière classique une personne qui va rentrer chez elle et qui va être libre, malgré notre excellent taux de réussite, je dois le dire. Ça reste un boulot de titan. Donc je vois pas comment ça peut fonctionner cette histoire encore. Et puis il faut pas oublier que la France a une particularité. L'éloignement se fait sur des vols commerciaux, en grand nombre, qui fonctionnent. Et ça coûte extrêmement cher. Mais est-ce que pour autant les valises d'euros qui vont devoir être transférées dans les pays destinataires de ces personnes vont coûter moins cher? Les pays dans lesquels vous expulsez le plus, c'est quoi? Afrique du Nord jusqu'à une partie du Sud. D'accord. Vous êtes policier ou vous êtes privé? Je suis policier en France. D'accord. Mais la police aux frontières, j'ai un copain qui était pilote, moi, et il faisait des extractions avec des avions de la police aux frontières, sur des petits avions. Hein, on le fait ça aussi. Bien sûr. Mais il faut un pays qui accepte un retour de ces personnes à un nombre, on va dire, donné. Et aujourd'hui, on a perdu, par exemple, entre guillemets, l'une des destinations phares qui était l'Albanie. Enfin, c'est pas perdu, c'est juste que là, on le fait autrement. Il y a l'Algérie, normalement, quelques avions sont destinataires par semaine. Ils les refusent systématiquement. Bien sûr, vous atterrissez sur le tarmac et vous faites quoi? Il faut s'imaginer que c'est un petit avion de 17 places. Donc la distance est très très limitée. On va pas aller au Congo avec, quoi. Voilà, clairement, pour être méchant. Voilà. Restez avec nous.